Une semaine très très compliquée pour les clubs français en Ligue des Champions avec une défaite parisienne de Marseille et de Monaco. Néanmoins, on vient de l'apprendre à l'instant avec Zéphyr. Victoire de l'OGC Nice face aux Go Ahead Eagles. C'est une victoire historique pour les Aiglons puisque ça fait 17 matchs qu'ils n'avaient pas gagné en Coupe d'Europe. Aujourd'hui, on est dans la Zone Sport, l'émission hebdomadaire qui décrypte toute l'actualité sportive. On va évoquer la Ligue des Champions, les chances de qualification des clubs français pour les barrages. Et on va parler de l'Open d'Australie, la fin du deuxième tour hier. Donc c'est une débâcle française, seulement un Français, hommes et femmes confondus, qualifié au troisième tour, Corentin Moutet, qui aura sur sa route Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial. Bonjour Zéphyr, toi qui as suivi assidûment le match du PSG, qui s'est soldé par une défaite parisienne sur la pelouse du Sporting. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce match? Je crois que le PSG a énormément dominé, mais n'a pas su concrétiser grâce à des buts. Oui, juste avant toute chose, je tenais à nous excuser de l'absence de Elias qui est disponible pour un petit souci technique. Ne vous inquiétez pas, il sera de retour pour le prochain podcast. Donc oui, le PSG, on sait que l'an dernier, l'efficacité avait été mise à partir de janvier et que c'est là que le PSG avait commencé à vraiment performer, à devenir une vraie équipe qui gagnait ses matchs, même dans la difficulté. Là, la difficulté, l'efficacité n'a pas été là et ça a été une triste défaite de 1 malgré une domination excessive, Arthur. Enfin, c'était... Le Sporting, ils ont été en réussite totale. Ils ont eu 2-3 actions et ça a fait mouche le peu de fois où ils ont eu des actions. Donc c'est quand même triste du côté du PSG de ne pas avoir été assez efficace. Mais ils ont eu un peu des fois ce que je reproche parfois au Barça. Ils ont eu beaucoup de ballons, des frappes, mais pas énormément de situations les plus dangereuses. Je sais pas ce que t'en penses, Arthur. Bah écoute Zéphyr, moi je te le dis, après avoir vu le match, j'avais l'impression de retrouver le PSG du début de saison de l'année dernière, avec un PSG qui n'arrivait pas à concrétiser ses actions, parce que si on reprend un peu le fil du début de saison de 2024-2025, le PSG perd ses matchs. On a un PSG, je crois qu'il est 26e au moment de l'avant-dernière journée, mais un PSG qui quand même montre des belles choses. On voit qu'on des matchs comme le Bayern ou contre Arsenal, ils montrent quand même quelque chose, ils proposent des choses offensivement, même si ils n'arrivent pas à concrétiser leurs nombreuses actions. Dembélé qui est inefficace, même Barcola en Ligue des Champions qui n'arrive pas à trouver la faille. Et là, c'était un peu la même chose contre le Sporting, comme contre Bilbao, où en fait dans les deux matchs, ils doivent gagner 3-4-0, comme contre Bergame, comme contre Leverkusen, où ils gagnent 4-0 et 7-2. Et là, ça aurait dû faire une manita pour le PSG. Mais effectivement, après, ils ont eu quelques buts refusés quand même, les Parisiens. Mais moi, il y a quand même des joueurs que j'ai pas forcément aimé. Par exemple, Désiré Doué, je trouve que souvent il en fait trop, il fait une différence, ça passe, puis après il veut en faire une deuxième au lieu d'être altruiste et trouver un partenaire. Par contre, j'ai beaucoup aimé Kvaratskhelia qui a marqué un magnifique but après son entrée, mais au final, le PSG, si on regarde leur dernier match en Ligue des Champions, c'est des résultats décevants face à des petites équipes. Donc là, ils ont quand même gagné contre le Barcelone. Ils avaient un calendrier très chargé, peut-être le plus chargé de l'histoire depuis la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Mais au final, le PSG est 6ème. Il faudra gagner contre Newcastle pour s'assurer une place dans le top 8. Mais surtout, ce serait bien en fonction des résultats et des contre-performances des clubs qui sont situés entre la première et la 5ème place, de pourquoi pas accrocher un top 4, parce que pour l'avantage du terrain, c'est très bénéfique la place dans le top 4. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a, Zéphyr? C'est que les deux premiers qui ont l'avantage du terrain jusqu'à la demi-finale. Toutes les autres équipes ne bénéficient pas de cet avantage. Donc là, c'est râpé pour bénéficier de l'avantage du terrain. Non, mais Et Zéphyr, c'est bien top dommage, 4, parce que- quand on est dans le top 4, on bénéficie de l'avantage du terrain au moins jusqu'en demi-finale. Donc c'est quand même un avantage à considérer, même si les deux premières places sont désormais quasiment inatteignables pour les Parisiens. Je crois que c'est Arsenal et le Bayern Munich. C'est vraiment que le top 2, Arthur. Bon bah écoute, je te On fais vérifiera, confiance. mais c'est le top 2 et les autres, le top 4, ça doit être, je pense, jusqu'au quart de finale, mais il me semble que c'est le top 2. Bah écoute, en tout cas, passons la prestation parisienne qui a été décevante. C'est le deuxième match affilé qui est décevant pour les Parisiens. Et on avait aussi Marseille qui recevait Liverpool. Eux avaient besoin de gagner pour s'assurer une place en barrage. Et ça a été très compliqué contre les Reds au Vélodrome. Ils se sont pris un premier but. Je sais pas ce que tu penses du premier but, Zéphyr, mais pour moi, en 2026, maintenant, il est un peu scandaleux. Ouais, on avait vu, ça avait été la grande mode de placer des joueurs en dessous, derrière les murs des coups francs, placés au sol pour contrer au cas où il y a une frappe à terre.
Et c'est vrai que ça paraît ridicule quand on les voit, mais au final, ça a prouvé son efficacité, parce que hier, la fois où ça n'a pas été réalisé, une fois suffit, parce que dans le foot moderne, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps maintenant, et la seule fois où on ne l'a pas vu, ça a fait mouche. Ce boss-là, il a mis quand même un très beau coup franc, très bien frappé, il faut le souligner, mais faute professionnelle de Marseille sur ce premier but, même si ça n'empêche pas que Liverpool était largement meilleur que Marseille, Arthur. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Effectivement, c'est vrai qu'on a bien vu la différence, enfin l'écart de niveau entre Marseille et Liverpool. On espérait pourquoi pas un match nul ou une victoire marseillaise qui aurait pu être portée, l'équipe marseillaise qui aurait pu être portée par son public. On a vu quand même une ambiance très très chaude au Vélodrome, et c'est vrai qu'offensivement, les Marseillais sont tombés face à un bloc. Liverpool a fait un énorme match défensif et a su être altruiste en contre-attaque et dans ses nombreuses situations. Le but de Gakpo, il est témoin de ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ça frappe, Liverpool, ça a marqué. Et comme tu le dis, sur le premier but de Szoboszlai, à un moment, c'est quand on est l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, on reçoit Liverpool, on ne peut pas se permettre de faire des fautes professionnelles comme ça. Le coup franc, je crois que ça fait plusieurs années que j'ai pas vu un coup franc tiré comme ça, parce qu'à chaque fois qu'il y a un coup franc, désormais il y a toujours un joueur placé en dessous, et s'il n'y a pas de joueur placé en dessous, alors le mur ne saute pas, et pour empêcher la frappe ras de terre. Donc c'est quand même très décevant pour les Marseillais Oui, Zéphyr? À souligner quand même, je trouve qu'on n'a pas assez parlé, mais le pressing de Liverpool était quand même incroyable. Et là où je comprends pas Marseille, c'est que ok, il y a eu un pressing incroyable de la part de Liverpool, mais l'adaptation aurait peut-être été jouée un petit peu plus par des longs ballons. Là, se forcer par autant de relances courtes, alors que le pressing était d'une qualité exceptionnelle comme c'était le cas hier, Balerdi m'a fait peur sur chaque ballon qu'il a touché. Et c'était d'un côté dû au pressing, mais aussi au choix de relance. Faut s'adapter aussi à l'adversaire, Arthur. Ouais, c'est vrai, t'as bien raison, Zéphyr. En tout cas, une belle performance quand même des Reds de Arne Slot. Après 4 matchs nuls consécutifs en Première Ligue, ils retrouvent la victoire en Ligue des Champions. Mais moi, j'ai pas trop aimé la performance de Geronimo Rulli aussi. C'est un gardien quand même qui a proposé de très belles choses en Ligue des Champions cette année, notamment contre le Real Madrid. Je crois qu'il a réalisé 10 parades contre le Real, mais là, ça a été un peu plus compliqué pour lui. Avec le coup franc, il la touche du bout du doigt, mais il peut pourquoi pas aller la chercher, même si la frappe est très jolie. C'est quand même dans ses cordes. Mais écoute, Zéphyr, passons le sujet olympique de Marseille. Est-ce qu'on peut parler quand même de la débâcle de Monaco? Comment c'est possible en tant que club français de nous représenter comme ça? Là, on doit se foutre de la gueule de la Ligue 1. Comment on perd 6-1 face au Real de Madrid du nouveau Alvaro Arbeloa? Une équipe qui est toute jeune, qui a du mal à faire des résultats. Ils ont perdu en Coupe du Roi contre une des deux. Et là, on s'en prend 6 contre le Real. C'est vrai que débâcle, c'est bien le mot. La Côte d'Azur est quand même la débâcle européenne cette saison. Bon, Monaco devrait passer pour les barrages si ils ne font pas n'importe quoi contre la Juventus la semaine prochaine. Mais oui, c'est vrai que c'était inquiétant le niveau de la monégasque avec un Thilo Kehrer qui pourrit de plus en plus cette défense monégasque. Il avait été pas mal la saison dernière avec Monaco, mais là il pourrit cette défense monégasque. C'est le mot, et c'est bien triste d'en arriver là, parce que Kehrer est quand même un très bon défenseur, mais là c'est la défense monégasque, c'était désespérant. On a vu le CSC de Kehrer, mais sur tous les plans, ils se prenaient des pertes de balles pareil, mais là c'est pire que Marseille, là c'était vraiment des cadeaux qu'ils donnaient, Arthur. Effectivement, moi je te le dis, étant supporter du PSG, j'ai vu Thilo Kehrer avec le maillot parisien, et moi j'arrive pas à entendre le fait que c'est un très bon défenseur. Pour moi, il a vraiment du mal avec ce sport qu'est le football. Les buts je crois qu'il est fautif sur 3 ou 4 buts contre le Real Madrid. Il met un contre son camp, après 2 minutes plus tard, il perd le ballon à 5 mètres du but, et après on a un but madrilène. Au final, il a été désastreux contre le Real Madrid. Monaco qui a quand même proposé quelques situations offensives, au moins ils en prennent pas, ils ont quand même sauvé l'honneur en inscrivant un but, mais ça a été très très compliqué pour les Monégasques. Quand même, tu disais, il faut pas qu'ils fassent n'importe quoi contre la Juventus, il faudra se méfier énormément de la Juventus, qui est sur 3 victoires d'affilée en Ligue des Champions. C'est quand même un adversaire très coriace qui se relance en Serie A, et donc faudra se méfier pour les Monégasques qui ont, je crois, j'ai vu 70% de chances de se qualifier en barrage d'après Opta. Je crois que les Marseillais ont 92% de chances. Mais en tout cas, si on refait le fil
phase de groupe monégasque en Ligue des Champions, on voit quand même des performances qui sont vraiment pas exceptionnelles. Le nul contre City, ils le prennent, ils le méritent jamais. Même la victoire à Bodo Glimt ou des matchs comme ça, il y a beaucoup de matchs où c'est des hold-up et la plupart de leurs points, c'est des points qu'ils ne méritent pas d'aller chercher. Ils n'ont pas du tout été convaincants. Sébastien Pocognoli, moi je vois pas du tout son impact. J'ai l'impression de revoir l'équipe que je voyais en début de saison. Et là, au final, après, on voit en Ligue 1 et on voit en Ligue des Champions, on est sur une crise limite pour Monaco. Donc là, s'ils se relancent pas contre la Juventus, s'ils sont éliminés en Ligue des Champions, ça va commencer à être très très compliqué cette histoire. Parce qu'en Ligue 1, ils sont quasiment lâchés, je crois, pour la course à la LDC. Donc là, la saison pourrait s'avérer désastreuse pour les Monégasques. Je sais pas si c'était un mot de la fin pour les clubs français en Ligue des Champions. Pour résumer, juste, faut dire que du coup Paris, l'objectif top 2 initial du début de saison pour accrocher cette demi-finale jusqu'à la demi-finale au retour à domicile, c'est mort. Monaco et l'OM doivent quand même faire au moins un nul pour assurer leur qualification, sinon ça dépendra des résultats d'autres matchs et c'est pas non plus très glorieux pour des clubs qui se valent convaincants sur la scène européenne et qui se valent un avenir européen pour les prochaines années avec des projets normalement intéressants qui sont les 3 premiers budgets de France. Et tu l'as dit, Monaco est complètement largué en championnat et c'est très compliqué puisqu'ils ont déjà changé de club en début de saison et Monaco est en pleine crise, tu l'as dit, ils ont changé d'entraîneur et je me suis trompé. Mais oui, ils vont pas rechanger maintenant parce que ça serait un aveu de faiblesse que de faire ça, mais c'est très compliqué la crise monégasque actuelle. Effectivement, Zéphyr, c'est vrai que le PSG sauve un peu les clubs français en LDC à travers quelques belles performances quand même si en ce moment c'est un peu plus décevant pour les Parisiens. J'aimerais juste avant de passer au tennis dire un mot sur Arsenal que j'ai trouvé excellent encore une fois contre l'Inter de Milan. J'ai l'impression que ce match c'était un statement et qu'ils ont montré que c'était vraiment la meilleure équipe européenne actuellement. Zéphyr, tu nous parlais il y a quelques semaines de Arsenal qui avait un calendrier très chargé avec le Bayern et l'Inter de Milan et que pourquoi pas ça aurait pu avoir un impact sur leur classement. Là on le voit, 7 matchs, 7 victoires, c'est exceptionnel. On a l'impression de revoir le Liverpool de l'année dernière en Ligue des Champions. On va voir s'ils vont réussir à faire le premier sans faute de l'histoire de cette nouvelle formule. Mais là en ce moment, les corners d'Arsenal, j'ai l'impression que c'est à la place de l'adversaire, moi j'ai peur pour ma vie. À chaque fois, c'est un coup franc, un corner exceptionnel de Bukayo Saka. Il y a toujours un joueur comme ça, improbable, un Leandro Trossard qui vient remiser de la tête. Et c'est toujours. Je pense que le pourcentage de buts marqués sur corner d'Arsenal est complètement ahurissant. Je sais pas ce que tu en penses, Zéphyr, mais pour moi, maintenant, ça devient une terreur de l'Europe. Déjà que maintenant, ils ont 8 points, je crois, d'avance, ou 7 points en championnat. Et là, franchement, pour moi, c'est tout droit en championnat. Même si je suis un supporter d'Aston Villa, j'aimerais bien qu'on revienne. Mais pour moi, c'est tout droit en championnat. Et pourquoi pas, ils pourraient faire le doublé championnat LDC. Après, il y a quand même des grosses équipes en Ligue des Champions comme le Bayern de Munich ou le Paris Saint-Germain. Mais là, ils sont stratosphériques, les joueurs de Mikel Arteta. Ah oui, c'est vrai qu'on se demandait la capacité d'Arsenal à tenir toute une saison parce qu'on connaît Arsenal et qu'ils ont souvent du mal sur la deuxième partie de saison. Mais en tout cas, ils démarrent fort cette deuxième partie de saison et on espère pour eux quand même que ce sera enfin leur grosse année avec les titres qu'ils attendent tant, avec tant d'années d'échecs malgré de très bonnes performances souvent en début de saison, Arthur. Mais oui, passons au tennis où, tu l'as dit, c'est un petit peu comme en Ligue des Champions. Cette semaine, c'est pas la joie pour le tennis avec une débâcle côté Open d'Australie, Arthur. Effectivement, Zéphyr, moi il y a un truc que j'ai noté, c'est quand même qu'il y a plusieurs Open d'Australie d'affilée où au final les Français sont vraiment pas au rendez-vous. L'année dernière, on a quand même eu Monfils qui a sauvé un peu les tricolores avec un 8ème de finale. Caso il y a 2 ans, c'est toujours un Français qui sort du lot, mais tout le monde se fait éliminer au 2e tour. Là c'est pareil, on a Corentin Moutet qui sort quand même des grosses performances. Une victoire contre Schulkate au 1er tour et je crois une victoire contre Zheng au 2e tour, même si c'est 2 joueurs pas forcément très bons au classement, mais on a quand même des belles performances du français. Là au final il prendra Alcaraz au 3e tour. Je sais pas si tu y crois, Zéphyr, mais moi je vois aucune solution pour le français parce qu'on a quand même un Corentin Moutet qui joue beaucoup sur son toucher de balle. Il a pas forcément énormément de puissance, mais il a un contrôle de balle qui est tout simplement exceptionnel, peut-être un des meilleurs du circuit. Et là contre Alcaraz qui lui est très très puissant, je pense que ça va être compliqué de retourner tous ces coups droits et revers brillants. On l'a vu contre Sinner, Moutet il avait quand même réussi à accrocher un set je crois à Roland mais au final il avait perdu en 4-7. Là on va voir, je sais pas si tu crois, Zéphyr, mais moi pas beaucoup pour le français Corentin Moutet, le showman Corentin Moutet.
Après, voilà, tu l'as dit, c'est le showman. Ça peut être si jamais il est emporté dans son élan, qu'il arrive à prendre un peu le public avec lui. Mais ce serait voilà. Mais il y croit, il va tout donner et c'est quand même beau avec Moutet, malgré ses énervements, etc. Il, il se donne toujours à fond, quel que soit l'adversaire. On va pas le sentir découragé parce que c'est Alcaraz. Je pense qu'il va tout donner et qu'il va tout donner pour aller essayer de chercher cet exploit. Ça va être compliqué, très très compliqué. Mais c'est notre dernier espoir parce qu'il reste que lui quand même parmi les Français. Avec notre espoir du jour, c'était GA. Et malheureusement, il s'est incliné dans le super tie-break contre Wawrinka. C'est la triste histoire du jour. Effectivement, Zephyr, moi, enfin, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je l'avais annoncé quand même au premier tour des qualifications. J'avais dit, faites attention à Arthur Gea, il est invaincu en 2026, il a remporté le Challenger de Nouméa. Au final, il sort des qualifs brillamment, il prend le premier tour contre l'EHK 19e mondial. Et là, contre Wawrinka, on se dit pourquoi pas, c'est possible. On est quand même sur un vétéran, 39 ans, la dernière saison pour le Suisse. Et au final, ça s'est joué à l'expérience. Je sais pas si tu vois la balle de 7 dans le 4ème set où Wawrinka il sort un revers, mais c'est un des points de l'année. C'est extraordinaire la performance de Stan Demen. Il enchaîne quand même 2 marathons, je crois, au premier tour et au deuxième tour. Donc on va voir au troisième tour comment il va s'en sortir. Je sais pas si tu as son adversaire, Zephyr, mais en tout cas, il faut qu'on soit fier, je pense, de Arthur Gea, qui est quand même une promesse pour l'avenir. C'est un 2005, je crois, qui a fait des bonnes performances en junior, mais qui avait du mal à confirmer. Et là, sur cet Open d'Australie et sur ce début de saison, il se révèle aux yeux du grand public. Sa victoire au premier tour, elle a vraiment montré qu'il peut se confronter au haut du gratin du tennis ATP. Et là, même contre Wawrinka, il a montré de très belles choses. On l'a vu à la fin du match, il était très déçu. Je crois que son coach dit ça nous amène de l'expérience, mais c'est quand même un résultat décevant. En tout cas, on est fiers du Français. Zephyr, je sais pas ce que tu as pensé de son tournoi, mais moi, je suis très content pour lui. Et c'est quand même une victoire une défaite qui va lui... Enfin, un tournoi qui va le ressortir, il va ressortir grandi de ce tournoi et on espère de belles performances cette saison. J'ai regardé, il est passé 160e mondial alors qu'il était 250e il y a 2 semaines. Donc pourquoi pas une accession au top 100 en 2026. Ah oui, c'est vrai que tu dis Arthur Gea grandi, juste mathématiquement, il va ressortir grandi de cette affaire parce qu'il il va pouvoir accéder beaucoup plus facilement au qualif. On pense à des tournois à Montpellier qui a dans 2 semaines, en étant français, est-ce qu'il pourrait recevoir des invitations, ce genre de choses. Enfin, Gea, ça peut être le joueur qui pourrait percer cette année. On avait vu Valentin Royer l'an dernier percer, cette année ça pourrait être Gea. Juste à noter, Arthur, tu as parlé de vétéran côté Wawrinka. On a un autre vétéran qui s'est imposé quand même en 3-7 facilement contre Shapovalov quand même. Shapovalov qui est un client, Marin Cilic qui s'est imposé très facilement contre Shapovalov. C'est le retour des vétérans avec 2 anciens vainqueurs de Grand Chelem qui ont été les rares à gagner des Grand Chelem contre le Big Four, puis-je dire. Et c'est sympa à voir quand même parce qu'on aime bien voir des anciens joueurs, ces belles histoires, comme si on avait mon fils qui irait loin dans un tournoi. Ça fait toujours plaisir. Ouais, en tout cas, moi, pour parler de l'Open Australie, après, je vais te demander tes petites affiches pour le 3ème tour et tes petits pronos. Moi, il y a quand même, j'ai l'impression que là, la grosse, les gens qui performent dans ce début d'Open d'Australie, c'est vraiment les têtes de série. Il y a très peu de surprises. On a vraiment les têtes de série au rendez-vous. Nous, on parlait de certains doutes pour Taylor Fritz ou pour Alexander Zverev. Au final, ça a été compliqué pour eux car ils ont gagné en 4-7 leur premier tour, mais quand même, ils ont montré de belles choses. Zverev, moi, je le sentais compliqué contre Gabriel Diallo après la perte du premier set. Au final, c'est une victoire tranquille. Son deuxième tour, c'est pareil. C'est comme Taylor Fritz contre Valroyer. Moi, je chantais peut-être pourquoi pas un exploit du français. Au final, on a vu que il s'est imposé. Il est au 3ème tour encore, Taylor Fritz. Donc au final, les doutes qu'on aurait pu avoir sur pourquoi pas les différents joueurs sont au final pas trop fondés. Par contre, on l'a vu, je crois que c'est Félix Auger-Aliassime qui a abandonné en ce premier tour. Donc c'est un peu décevant pour lui qui avait réalisé une très très belle fin de saison 2025. En tout cas, Zephyr, est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, c'est quoi tes matchs du prochain tour que tu voudrais suivre? Je crois qu'il y a Davidovich Fokina qui a une très belle rencontre au prochain tour. Oui, il va jouer contre l'Américain Tommy Paul et ça promet d'être une très très belle rencontre. Tommy Paul qui s'est incliné la semaine dernière contre Mpetshi par écart malgré une balle de match, mais Tommy Paul qui reste quand même un client avec du beau jeu. Et Fokina qu'on connaît avec ses courses toujours aussi incroyables, il a fait un match dingue contre Hugo Humbert vendredi dernier et je pense que ça nous promet un très beau match. Et mon autre affiche de ces 3e tours, c'est Zverev contre Norrie, avec un Norrie qui peut embêter tout le monde avec sur le mental, il peut impacter tout le monde. Et Zverev est quand même sa faille, c'est toujours le mental, donc Norrie pourrait l'embêter avec
avec ses allées dans différentes langues. Il pourrait nous inventer un aller en allemand cette fois-ci pour rentrer dans la tête de Zverev. Tout est possible avec Norrie, Arthur. Écoute, moi, s'il y avait un match que je voulais retenir du programme de demain, on reviendra évidemment ce week-end sur ce qui s'est passé en ce troisième tour, mais moi j'ai vraiment envie de suivre le match Bublik-Etcheverry parce que je pense que si Bublik s'impose encore en 3-7 sec, ça va vraiment être la confirmation que là on est sur quelque chose de fort pour le Kazakh et pourquoi pas, il pourra aller chercher un gros résultat. Parce que là, on voit ses 2 premiers matchs, c'est tout droit pour lui, il a aucun problème, il s'impose, il est dans la tranquillité en 3-7 à chaque fois. Donc moi c'est un joueur que j'ai envie de suivre, c'est un joueur qui me fait kiffer, un showman. Et j'ai envie de voir, mais on l'avait prédit en début de semaine, enfin avant le tournoi, moi je le vois bien arriver dans le dernier carré. Effectivement, Zephyr, c'est toi qui l'avais annoncé. En tout cas, on vous restez bien branchés parce que tous les jours, on a Elias qui nous fait du super taf et qui nous fait les résumés de la journée de l'Open d'Australie. Donc on va continuer à vous faire ça. Ce week-end, on va revenir sur tout ce qui s'est passé à l'Open d'Australie avec peut-être une petite preview de la deuxième semaine. Et après, on continuera de vous bombarder de podcasts. Et Zephyr, je sais pas si t'as un petit mot de la fin, mais je crois qu'on a tout dit. Ah oui, et pour préciser, on va continuer à analyser le foot de championnat qui reprend ce week-end. Avec, pour mon plus grand plaisir, je vais aller voir le match Marseille-Lens, le choc de cette journée de Ligue 1. Et j'espère mes Lensois continuer sur ce beau chemin quand même. Lens toujours en tête de la Ligue 1. On les avait dit, oui, vous tiendrez même pas une semaine, vous tiendrez même pas 2 semaines. Et ça fait chaque semaine qu'on nous dit qu'on ne tiendrait pas longtemps. Donc, allez, Lens. Bah effectivement, Zephyr m'a noté que là, dans le calendrier lensois, on avait quand même des rencontres qui étaient plus faciles, avec des matchs comme contre Auxerre ou contre Toulouse, des rencontres quand même abordables. Donc là, on n'a pas non plus énormément de surprises sur les résultats lensois, mais là, ça va être le match de la confirmation contre une équipe marseillaise qui certes sort d'une défaite contre Liverpool, mais qui en a mis 5 à Angers, 9 en Coupe de France. Donc si là, ils défoncent, sans vouloir être vulgaire, mais s'ils battent... l'OM, ça va vraiment être un statement et là le PSG pourra commencer à s'inquiéter après je crois que le calendrier lensois va commencer à se corser un petit peu dans ce début de saison, enfin non, dans ce début d'année, mais voilà, après moi je prédis toujours une victoire parisienne à la fin du championnat, mais les Lensois là sont quasiment assurés de la Ligue des Champions, donc ça fait quand même plaisir, un peu de renouveau pour le foot français. Zephyr, merci beaucoup pour ce podcast et on se retrouve ce week-end pour un nouveau podcast. Bye.